On va s'intéresser aux aspects juridiques, parce que diffuser, faire un programme, c'est bien, être bien à l'aise sur la question des droits, c'est encore mieux. Qu'est-ce qu'on a le droit de diffuser, qui est l'auteur d'un podcast, la SACEM, la SCAM, la SACD, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'on fait de l'utilisation de la musique, des archives. Je compte sur vous pour donner des éléments là-dessus. Oui, en 15 minutes, on va aller très très vite, hein, donc du coup, bonjour. Restez, on va parler de droit, ça va être chouette. Promis, ce sera beaucoup plus drôle que ce à quoi vous pourriez vous attendre. Alors, moi, je suis issue d'une école de podcast qui est assez peu représentée aujourd'hui, donc ça sera moi, à savoir mademoiselle.com et version originale, qui officie depuis déjà quelques années dans un registre assez léger. Et du coup, à côté, il s'avère que j'ai fait des études de droit, donc on va mettre ça à profit aujourd'hui. Et vu qu'on a 15 minutes, que ça va aller assez vite, on va parler exclusivement de qu'est-ce que j'ai le droit de faire quand je fabrique un podcast. Donc on ne va pas parler de qu'est-ce que j'ai le droit de faire avec les podcasts des autres, et on ne va pas non plus parler de comment est-ce que je fais appliquer les droits sur mon podcast à moi. Bon, si vous êtes à Radio France, si vous êtes à Arte Radio, ce que je vais dire là va être un peu basique, hein, mais on va essayer de ramener tout le monde avec nous. Donc bien sûr, si vous êtes déjà dans des grosses institutions, ce que je vais vous dire là va pas vous servir à grand-chose, mais c'est toujours sympa pour la culture. Voilà, donc on va parler de deux gros aspects, à savoir les trucs qu'on crée pour mettre dans son podcast et les trucs qu'on emprunte pour les mettre dans son podcast. Pour commencer, les trucs qu'on crée pour les mettre dans son podcast, en fait, vraiment le plus pratique, c'est de créer le contenu qu'on va mettre dans son podcast. C'est de faire composer la musique, c'est d'écrire soi-même de ce dont on va parler, c'est d'utiliser aucun extrait ou presque. Voilà, c'est la version 1, la version la plus facile au niveau des droits, c'est tout faire soi-même. Donc c'est demander à un copain de composer le générique ou de le faire soi-même, c'est écrire toutes les chroniques. Là, on est plutôt sur un schéma de podcast talk, à la 404 ou à la 2 heures de perdu, dont on a beaucoup parlé. Donc du coup, la première question qui se pose, c'est je fais un podcast avec des copains chez moi, est-ce que je vais leur faire signer une cession de droit ? Est-ce que je vais leur faire signer un contrat où ils me laissent le droit d'utiliser ce qu'ils vont faire ? Ou alors, je vais aller dans la rue interviewer des gens, comme on l'a vu tout à l'heure, sur les rives de la Seine. Est-ce qu'il faut que je leur fasse signer une autorisation ? L'équivalent d'un droit à l'image, mais pour ce qu'ils vont me raconter. Alors, c'est vrai que ça peut être très indélicat, surtout quand on fait ça à titre gratuit, d'aller dire à quelqu'un qu'on va interviewer dans la rue signe-moi un papier qui dit que j'ai le droit d'utiliser ta vie, ce que tu m'as raconté. Ou alors quand on fait venir des amis ou des collègues, qu'on les fait travailler gratuitement pour écrire un podcast pour nous, c'est toujours un peu indélicat et d'aller leur demander une cession de droit, encore une fois spécialement à titre gratuit. Mais le droit français fait que il y a 2 articles que je vais vous épargner, hein, mais en gros, dans le Code de la propriété intellectuelle, il y a 2 données qui sont si vous n'avez pas le droit, si on ne vous a pas précisément cédé quelque chose, vous n'avez pas le droit de vous en servir. Et ensuite, tout ce qui est cédé doit l'être extrêmement précisément, usage par usage. C'est-à-dire que là, il y a une personne là qui prend des photos. Bon, alors j'ai rien cédé, mais je vous embêterai pas, promis. Si je lui donne l'autorisation d'utiliser cette photo pour faire un t-shirt, il n'a pas le droit de la mettre sur Internet, même gratuitement, même sur ma page à moi. Donc chaque usage doit être cédé. Alors ça, c'est si on fait tout bien comme il faut. Donc j'imagine qu'effectivement, c'est très compliqué, et c'est vraiment compliqué d'aller demander à quelqu'un qu'on interviewe dans la rue de signer un papier, mais c'est ce qu'il faudra faire, parce que si à un moment, cette personne décide qu'elle ne veut pas, si vous avez fait un podcast il y a 4 ans avec 4 copains autour d'une table et que d'un coup, il ne veut plus que vous utilisiez ce qu'il a fait, s'il n'y a pas de cession de droit signée, vous serez obligé de supprimer au moins ce passage-là. Donc c'est un peu délicat. Voilà pour les choses qu'on a créées soi-même. Donc voilà, pareil pour la musique, si un de vos copains vous compose quelque chose, c'est toujours mieux de lui faire signer un petit papier. Voilà. Ensuite, pour les trucs qu'on emprunte, ce qu'il faudrait faire en vrai pour l'image, pour le son, pour les textes, il faudrait aller voir l'artiste et le producteur. Puisque même si vous avez une autorisation d'un auteur, d'un écrivain, de Guillaume Musso, si lui il vous dit t'inquiète, tu peux utiliser tout ce que j'ai fait, son éditeur a des droits sur le matériau, donc il faudra aller demander à l'éditeur. Et d'ailleurs c'est pour ça que la SACEM n'est pas spécialement autorisée à vous laisser utiliser des trucs pour les podcasts, on en parlera après.
Donc il va falloir aller demander à l'auteur et à l'éditeur, il va falloir leur autorisation et potentiellement leur verser de l'argent. Donc c'est pour ça que si vous voulez utiliser des gros morceaux, si vous voulez vous en servir par exemple pour un générique, que vous voulez une chanson de Lady Gaga pour votre générique, il va falloir aller voir la maison de disques qui en général peut donner l'autorisation auprès de l'artiste et payer et potentiellement beaucoup, donc c'est un peu compliqué. Mais il existe 2 façons dans le droit français d'utiliser des bouts d'œuvres qui ne sont pas à vous de façon légale. La première, c'est les archives, les bandes de sons et tout ce qui correspond au Creative Commons. Donc c'est des bandes de sons qui vont être mises, ou d'images ou de textes qui vont être mis à disposition sur des bases de données dédiées. Donc par exemple, il y a PodSafe ou Lina. Et là, ça va être sous ce qu'on appelle des licences Creative Commons. Donc je suppose que tout le monde est à peu près familier, mais il faut faire attention parce qu'il y a plein de types différents de licences Creative Commons plus ou moins permissives. C'est-à-dire qu'il y en a où vous aurez le droit de monétiser, il y en a où vous n'aurez pas le droit de monétiser. Il y a des formes de licences Creative Commons où vous serez interdit de téléchargement, ce qui pour un podcast peut être un peu gênant. Donc je vous invite à bien vérifier quelles sont les conditions dans lesquelles vous avez le droit d'utiliser les œuvres disponibles sur les banques de données. Et enfin, en France, on a ce qu'on appelle l'exception de courte citation. Alors, on va écarter l'exception pédagogique tout de suite parce que ça s'adresse vraiment aux universités. Donc, si vous êtes sur un podcast universitaire qui s'adresse, pas qui est fait par des profs, mais qui s'adresse à des étudiants et à des chercheurs, là, vous pouvez bénéficier de cette exception. C'est ce qui vous permet, en France, de ne pas avoir à demander de droit d'auteur sous certaines conditions. Donc cette exception-là, elle ne marche pas, l'exception pédagogique, sauf si vous êtes dans le cadre d'une université. Celle qui marche, par contre, c'est l'exception de courte citation, mais l'exception de courte citation, c'est assez périlleux, puisqu'il faut que ça soit pour illustrer votre propos. Donc ça ne peut pas être votre générique. C'est par exemple 2 heures de perdu, comme on a dit tout à l'heure, il parle du film, il passe un extrait de quelques secondes, il reparle du film. Là, ça marche. Mais si vous voulez une musique d'un film de Tarantino ou un passage de Tarantino pour être votre générique, ce n'est pas possible. Il faut que ça soit quelque chose que vous allez illustrer et commenter. Et ensuite, c'est très resserré en termes de timing. C'est quelques secondes, quelques minutes, quelques pages. Donc faites bien attention avec ça. Si jamais vous utilisez 10 secondes d'une chanson pour votre podcast pour en parler, il faut que ça soit vraiment 10 secondes, 20 secondes maximum. Vous ne pouvez pas diffuser des chansons en entier dans un podcast, sauf si vous avez clearé les droits, demandé l'autorisation, etc. Mais sur cette exception de courte citation, c'est vraiment quelques secondes. Donc faites attention à ça. En général, ça marche pas très bien et on se fait striker assez facilement. Je suppose que tout le monde s'est déjà fait striker une vidéo ici. Moi, oui, plein de fois. Donc voilà. Ah oui, faites très attention avec le domaine public. C'est-à-dire que moi, j'entends souvent, je vais me servir d'un morceau de Bach pour faire l'intro de mon podcast. Du coup, Bach, il est mort il y a plus de 70 ans, parce qu'au bout d'un certain temps, après le décès de l'auteur ou après le décès de l'interprète, les œuvres sont ce qu'on appelle dans le domaine public. Vous pouvez vous en servir. Le problème, c'est que votre morceau de Bach, sauf si vous le jouez vous dans votre chambre, ce que je vous encourage à faire, vous n'avez pas le droit de vous en servir parce qu'il appartient à une nouvelle personne qui est l'interprète et son producteur. Donc en fait, même si Bach, il a plus de droits et que ses héritiers et ses ayants droit n'ont plus de droits, en tout cas de droits patrimoniaux, donc de droits avec de l'argent, il y aura quand même des droits qui sont ceux de l'éditeur. Donc prenez pas n'importe quel morceau de Bach sur YouTube pour illustrer votre podcast, ça ne marche pas, puisqu'il y a une personne qui a encore des droits qui est soit l'interprète, donc la personne qui joue du violon, du violoncelle, du hautbois, de la clarinette, du synthétiseur, du kazoo, soit l'éditeur, donc l'éditeur de la partition, le producteur du disque. Donc faites attention avec le domaine public, c'est assez périlleux aussi. J'arrête pas de vous dire tout ce que vous pouvez pas faire, c'est mon travail. Et ensuite, pour quasi finir, et après comme ça on pourra poser des questions, la SACEM a lancé en 2005 une sorte de licence pour les web radios non commerciales. Donc c'est hyper sexy sur le papier, on se dit attends c'est super, je vais payer 80 € par flux tant qu'on fait moins de 20 000 € de chiffre. C'est assez bon marché, ça a l'air vachement pratique, et quand on est au-dessus des 20 000 €, c'est minimum 200 € et 12% de votre chiffre d'affaires. En fait, ça ne marche pas pour le podcast, il faut que ça soit de la web radio. Dès que peut y avoir une fixation, ça ne marche plus. Puisqu'en fait, la fixation, c'est pas le droit de représentation que vous donne la SACEM, c'est le droit de reproduction qui appartient au producteur. Donc il faudrait que vous alliez demander à la SPPF ou la SPPP, qui sont la SACEM des producteurs en gros. Donc en fait, la licence donnée par la SACEM ne marche pas pour les podcasts.
Encore une fois, sauf si vous clearez les droits avec le producteur, etc. À partir du moment où il y a un téléchargement, et à ma connaissance, il n'y a pas de podcast sans téléchargement, qui sont juste en flux streaming. Donc voilà, et pour finir, dans absolument tous les cas, vous êtes tenu de respecter le droit moral. C'est-à-dire que l'auteur soit mort depuis 250 ans, que l'auteur vous ait donné son autorisation, que vous soyez allé voir la maison de disques, que vous le fassiez en loose day, que vous ayez demandé à un de vos potes de composer quelque chose. Dans tous les cas, vous êtes tenu de respecter ce qu'on appelle le droit moral. C'est plusieurs choses. D'abord, c'est la paternité de l'œuvre. Dans tous les cas, vous êtes tenu de dire d'où ça vient. Donc dans la description de votre podcast, idéalement à l'oral, mais vous êtes tenu de dire qui a fait ça, qui interprète, d'où ça vient. Le nom de l'œuvre, le nom de l'auteur. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le droit de première divulgation. Si un de vos potes vous compose un générique et qu'il ne vous a pas explicitement, donc par écrit le plus souvent, donné l'autorisation de vous en servir si lui ne s'en est jamais servi, si la première divulgation n'a pas déjà été faite par l'auteur ou s'il ne vous a pas expressément donné ce droit-là, vous n'avez pas le droit de vous servir de la musique. Le droit d'auteur qui est impérissable ou du texte ou de l'image fait que dans le cadre du droit moral, il y a une première divulgation qui est la prérogative absolue de l'auteur. Donc faites très attention à ça, vous avez besoin d'une autorisation vraiment écrite, ou alors que le truc soit déjà sorti depuis longtemps. Mais si c'est le premier usage, c'est une prérogative de l'auteur. Et ensuite, le droit au respect de l'intégrité de l'œuvre. On va encore rester sur cet exemple de votre pote qui vous compose un générique. Si vous trouvez que vraiment vous aimez pas la batterie sur le truc, vous n'avez pas le droit de supprimer la ligne de batterie. En fait, quand on vous donne une œuvre, vous devez respecter l'intégrité de l'œuvre, sauf si vous a donné son autorisation, mais de lui-même, même sur un morceau qui a 250 ans, même si on est dans le domaine public, même si la maison de disques vous a donné son accord, etc., vous devez respecter l'intégrité de l'œuvre. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas la découper n'importe comment, la scinder, la moquer notamment, ou encore le dernier exemple qui est assez connu, c'est sur les meetings politiques. Si un artiste est très ouvertement d'un certain parti, il a tout à fait le droit de ne pas être d'accord pour qu'un autre parti utilise sa musique. Par exemple, Sinsemilia avait vu sa musique utilisée, je crois, au meeting de Les Républicains, l'UMP à l'époque, et donc avait pu s'opposer au titre de leur droit moral à l'utilisation de leur musique. Donc faites attention au droit moral, donc droit de paternité, droit de divulgation et respect de l'intégrité de l'œuvre. Voilà, je ne sais pas du tout combien de temps ça a pris. Je ne sais pas si on a le temps pour des questions. C'est parfait, je pense qu'on a le temps pour 2 petites questions. Eh ben, c'était super clair, mais il y a peut-être quand même 2 questions. Hop. Bonjour, c'est Yann. Salut Radio Kawa. Sinon, parle fort, je suis pas loin. Si maintenant il est allumé, voilà. Coucou, c'est de nouveau Yann. Une petite question, j'entends souvent dire que, justement, le copyright et le fait que les ayants droit retiennent... Le copyright ne fonctionne pas en France. Non, pardon, excusez-moi, mais en tout cas, les droits spécifiques par rapport aux œuvres... Le droit d'auteur. Le droit d'auteur est lié en termes de durée, un certain nombre d'années jusqu'après la mort de l'auteur, c'est bien ça ? 70 ans après la mort de l'auteur, voilà. Ou 50 ans après la mort du dernier interprète. Donc si c'est tout un orchestre, c'est une fois que la dernière personne est décédée. Mais sauf erreur, ça n'a pas toujours été comme ça. Les délais étaient moins courts auparavant et sauf erreur, ils se rallongent de plus en plus. En tout cas, les dans vilains les auteurs lois. qui veulent faire respecter leurs droits. Mm-hmm. Non, en fait, alors ça date de... C'est ce que j'ai entendu en tout cas, c'est pour ça que je pose la question. Ça date de 1954, ces dates-là. Mm-hmm. Donc effectivement, ça n'a pas toujours été le cas. Qui était né avant 1954 Oula ici ? Bonjour monsieur. Oui. Ça date de 54, voilà. Ok. C'est un monsieur qui s'appelle Dubois qui a très fait bien. ça. Et est-ce qu'il y a aujourd'hui du lobbying de ces sociétés-là pour repousser cette durée ? Il y a du lobbying pour l'allongement des droits, mais c'est sur des cas très spécifiques. Par exemple, aux États-Unis, passe tous les 5 ans un truc qui s'appelle le Mickey Mouse Act, qui fait que Disney a encore les droits sur... Mais c'est la même chose avec une absence de succès total de la part de la fondation Moulinsart, qui essaie de proroger les droits sur Tintin, qui sont des Belges et qui, eux, se sont fait renvoyer chez eux. Merci. Voilà. Bonjour et merci parce que c'était fort clair pour un sujet qui l'est rarement. Mais en vrai, c'est pas compliqué, hein, c'est juste qu'il y a une espèce d'apanage de vouloir, donner la noblesse au droit avec du latin et des trucs comme ça. Moi j'ai une question, c'est concernant les contrats qu'on fait si une connaissance fait un générique ou quoi que ce soit. Est-ce qu'on peut faire un truc chez soi à l'arrache tant qu'il y a tous les paramètres qui sont nécessaires ou est-ce qu'on doit le faire valider quelque part ? Alors, tu peux le faire chez toi à l'arrache, on appelle ça un acte sous seing privé.
Mais en fait, le mieux, idéalement, il y a quelques modèles sur Internet, notamment il y a des modèles sur le site de la SACD, tu vois, donc il y a des trucs qui se tiennent à peu près. Toi, si tu fais un papier dans ta chambre avec marqué je sous-signé machine, je donne le droit à bidule d'utiliser mon truc, il n'y a pas assez de clauses, il n'y a pas assez de précautions. Donc en fait, ça ne sera pas vraiment valable. Le mieux, c'est soit tu as un copain avocat ou juriste qui bidouille ça pour toi, soit il y a des modèles sur Internet qui sont assez bien foutus. Okay, sur le site de la SACD notamment. On ne doit pas le faire valider par Non. Si, en fait, il faut que tout le monde ait signé, il faut que ça soit daté, il faut autant d'exemplaires que de parties. Donc si par exemple vous êtes 2, tu fais 2 contrats, tu t'en fais 3 pour les archives, c'est ce qu'on fait. Mais en fait, il n'y a pas d'impératif d'aller faire enregistrer ça tu vois, chez un notaire ou un truc comme ça. Ok, merci. Merci. Brièvement. Sinon, je ne vais pas me vaporiser après, vous pouvez m'écrire. Bonjour. Alors, Bonjour. Effectivement, tout ceci était très clair. Je vous entends très mal. Je parle dedans. Ah si, pardon. C'était très clair, merci. Ce qui nous interroge plus, nous, dans ce qu'on fait, c'est au niveau de la monétisation. Donc, on arrive à faire signer des contrats de cession. À titre gracieux, c'est parfois un peu compliqué quand on leur demande de céder l'entièreté de leurs droits. Bien sûr, puis surtout c'est illégal. Voilà, c'est bien là où est le problème. Et d'autant plus après, quand nous, on monétise nos podcasts, enfin en tout cas qu'on les revend et qu'on gagne de l'argent avec, et donc tout ce qui est reversation, oui, c'est ça, de droits, après, à nos auteurs. C'est pour ça qu'en général, les boîtes ont des services comptables qui sont en charge de ça. Non, en fait, quand je vous ai dit que c'était illégal, j'ai un peu exagéré. En fait, l'idée, c'est qu'on peut faire une session à titre gracieux, donc il n'y aura pas de cachet, mais on doit quand même mettre dans la session je te donne 0,5%, c'est en général les montants, pour les exploitations faites pour l'Europe, et puis 0,2 pour les exploitations faites hors Europe. Mais bon, après 0,2 de 0, ça donne toujours 0. Mais il faut quand même préciser tous les montants proportionnels. Ça, c'est obligatoire, un cachet, un proportionnel. Et en fait, oui, en gros, en général, il faut des services comptables qui s'occupent de ça, ou alors il faut une fois par an tout pointer et envoyer les montants, y compris quand c'est 22 centimes, quoi. Très bien, merci. Voilà. À la SACEM, il y a quelqu'un qui s'amuse à envoyer des chèques de 20 centimes à des gens qui ont eu un titre qui est passé une fois. C'est un beau métier. Merci Clara, c'était super. Et quand on fera le nouveau podcast d'automne, on te laissera un créneau d'1 heure avec des slides. Et elle a une carte de visite, elle est dans le métier, elle a sûrement des choses à faire là-dessus sur ce sujet. Je rappelle juste, pour faire mon intéressant, qu'en fait 70 ans après la mort de l'auteur, sauf s'il est mort pour la France. C'est donc le cas d'Antoine de Saint-Exupéry et ça rajoute, je crois, 20 ans ou je ne sais plus, enfin. Ah, le temps de la guerre, ah oui, exactement.